D3 TV, la chaîne du divertissement avec des films et séries inédits, des émissions innovantes et interactives, des magazines captivants et enrichissants. D3 TV, la chaîne authentique. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de D3 TV, merci de suivre Recto Verso, votre émission quotidienne d'information et de décryptage qui aborde tous les sujets de développement avec un accent particulier sur les thématiques en lien avec la société, l'économie, la culture et les sciences. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous parlons de VIH-Sida. Nous avons annoncé la semaine dernière une série d'émissions thématiques sur cette maladie en contribution des efforts fournis par les différents acteurs qui travaillent nuit et jour pour la lutte et la prévention contre cette maladie. Aujourd'hui, nous avons un plateau spécial. Nous recevons deux hommes très courageux, deux hommes humanistes qui ont accepté de témoigner à visage découvert sur la thématique suivante: vivre avec le VIH-Sida au Mali, enjeux et défis. Nous vous faisons découvrir ces deux hommes juste après notre jingle invité. Monsieur Soumano, bonjour. Bonjour, monsieur Merci d'avoir répondu à notre invitation. Honnêtement, ça me va droit au cœur. Et me retrouver sur ce plateau, c'est le plus grand plaisir du monde pour moi. Et vous venez aujourd'hui sur ce plateau pour parler d'une thématique que beaucoup de gens ont tendance à inscrire dans l'ordre de la fatalité. Mais vous avez décidé aujourd'hui de faire un témoignage à visage découvert. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à venir parler aujourd'hui du VIH-Sida comme ça, à la télé? Non, sincèrement, c'est à la suite d'un constat très amer. Parce qu'en réalité, on a constaté que trop de tabous a créé plus de peur. Et par fini, les gens s'abstiennent et ne veulent même pas découvrir leur sérologie. Pourtant, on s'assoit, on discute du palu, on discute des autres pathologies. Mais pourquoi pas le VIH? C'est une maladie comme les autres. Et il faut bien que des gens aient du courage pour venir et que les autres constatent que ceux-ci viennent, pourquoi ils sont là. Et pourtant, nous autres, nous nous cachons avec. Mais pourquoi ils viennent face au monde et parler de ça? Et c'est cette nécessité qui nous amène aujourd'hui à venir nous adresser à ceux qui ne veulent pas découvrir leur sérologie, à ceux qui s'abstiennent de prendre les médicaments. Voilà, honnêtement, nous voulons que tout le monde découvre sa sérologie, parce qu'en réalité, hier, ce qui était quelque chose qui était considéré comme la mort directe, aujourd'hui s'avère être une incompréhension. Mais soyons clairs, les premiers messages véhiculés ont porté un grand coup. Parce qu'au début, lorsqu'on dit, quand les comédiens même passaient, on dit Sida, Ishibana. Et puis, ils ont donné une très mauvaise image, parce qu'en réalité, pour eux, Mimbe Kakedron, juste, c'est quelqu'un qui est les mœurs faciles. Et l'enfant qui est né avec, qu'a-t-il fait? La femme qui l'a contracté dans son mariage, qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être le mari innocent qui était là et que la femme infidèle l'a apporté. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est-à-dire, si nous ne voyons pas sous cet angle, en voyant tout simplement que juste c'est en ayant des mœurs légères qu'on se retrouve dans cette situation, là, ça ne va pas aller. Parce qu'il faut savoir que beaucoup l'ont contracté et honnêtement, c'est des situations dans lesquelles on ne peut même pas les accuser. Parce qu'en Afrique, personne ne t'oblige à te dépister avant de te marier. Si une femme insiste pour l'homme pour se dépister, tu vas rester célibataire. En toute sincérité, si une femme insiste pour avoir un mari, il faut se faire dépister.
Non, si vous devez faire le dépistage avant les mariages, tu vas rester célibataire. Ouais. Dans notre milieu, lorsqu'on dit qu'on a le mœurs légères, c'est fini. Vous n'êtes plus humain. Vous n'êtes plus considéré. C'est-à-dire que ce n'est pas à toi seulement que tu fais honte, mais à toute la famille et à toute la lignée. Bon, c'est pourquoi chacun de nous a peur qu'on découvre. Parce que si les voisins le savent, une fois qu'une seule personne sait que vous êtes infecté, voilà, c'est parti. Mais par exemple, qui peut nous voir, nous autres, et nous dire qu'on est infecté? Peut-être on peut nous dire affecté. Mais infecté. Parfois, quand nous nous trouvons au milieu même des autres, ils disent non, non, vous êtes venus pour l'argent. Hein. Sinon, on sait que vous n'avez rien. On va en revenir. Monsieur Bengali, vous, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à accepter de venir sur ce plateau pour parler de cette situation? Merci, Monsieur Maïga. À un certain moment, la vie de tout un chacun, on doit essayer de se regarder dans un rétroviseur. J'avais dit une glace. Parce que le parcours de la personne infectée, c'est un parcours très long. Un parcours très long, et non seulement très long, mais avec beaucoup d'embûches. Donc quand vous arrivez à faire cette traversée du désert, à un certain moment, vous devez vous poser la question. Si j'ai fait toute cette traversée du désert, avec tout ce qu'il y a comme difficulté autour de la maladie, autour de la prise en charge, autour de la socialisation de la maladie, de la discrimination, du rejet et tout ça, mais au bout du fil, on s'en est sorti. C'est parce que quelque part, certains ont pris la décision de nous venir en aide au tout début. Certains ont pris la décision de nous aider. À un certain moment, vous devez vous dire, mais pourquoi ne pas le faire pour les autres? Et comment il faut le faire pour les autres? Chacun a sa façon de s'engager. À tous les niveaux, c'est comme une construction de la patrie. Chacun apporte sa pierre. Et nous, la seule pierre que nous pouvons apporter, on s'est dit que les autres ont fait vraiment pour nous. Aujourd'hui, nous sommes debout. Nous sommes venus de très loin. Et nous avons commencé en tant que simples malades, sinon personnes infectées. Mais nous avons évolué, nous nous sommes engagés, nous nous sommes formés, nous sommes allés sur beaucoup d'horizons et nous sommes arrivés à un certain niveau décisionnel. Donc ça, ce n'est pas rien. Donc je pense que nous avons un devoir humain et un devoir patriotique d'aller et de, j'allais dire, pour ceux qui sont en train de se noyer, de tirer de cette mare-là. Moi, c'est ça. À titre personnel, ce que j'apprécie aujourd'hui dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que, vous acceptez aujourd'hui de témoigner. C'est le premier niveau de courage dont vous faites montre. Le deuxième niveau, vous vous êtes engagé dans des associations qui travaillent à sensibiliser d'autres personnes, mais aussi vous êtes directement dans une approche de sensibilisation et faire en sorte que d'autres personnes ne se noient pas, comme vous l'avez dit, voilà, mais aussi faire en sorte que d'autres personnes ne tombent pas malades. Alors, M. Soumano, qu'est-ce qui a motivé ce choix dans votre association, par exemple? Vous êtes membre de la fédération FEMA-PVVH. Parlez-nous un peu de cette association, s'il vous plaît. Bon, c'est presque, je dirais, une fédération. Une fédération. La fédération malienne des associations des personnes vivant avec les VIH. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs associations qui sont rattachées et c'est ce qui forme la fédération dont nous sommes à la tête aujourd'hui. En réalité, comme il l'a si bien dit, quand on vient dans quelque chose et que quelqu'un a accepté de nous tendre la main, et aujourd'hui, ces associations qui sont liées à nous, ces membres, et pour eux, nous sommes l'exemple le plus frappant. Si nous décourageons, ça veut dire que c'est la mort directe chez eux. C'est-à-dire nous avons le devoir d'apporter cette lueur d'espoir à eux. Parce qu'en réalité, tout ce que nous disons, et ils le croient. Parce que même si les autorités même descendent pour aller voir, non. Mais une fois que nous, en tant que responsables, on communique. Parce que j'ai vu une ou deux fois des personnes se faire dépister. Tout de suite, ils ont commencé à vociférer, hurler, ne Sarah, ne Tatiana. Mais tout de suite, il y a une CPS qui arrive, dit, mais ah bon, tu es sûr que c'est comme ça? Pourtant, moi, j'emporte la maladie là.
Et pourquoi c'est bien important? Tout de suite, on sèche les larmes et puis il la regarde. Mais sérieusement, est-ce que j'ai l'air d'être malade? Dis non. Et pourtant, je porte la même maladie que tu viens de découvrir. Tu sais, tout de suite, c'est plus facile, plus captivant. C'est pourquoi, même les médecins traitants, là, quand ils ont des cas positifs, ils font appel au CPS. Parce qu'en réalité, il est plus facile pour une personne. Parce que, comme on le dit en Bambara, parce que pourquoi? Ça veut dire la mort d'une seule personne de coûter, c'est ce qui est très cher. Mais lorsque tout le monde doit mourir ensemble, là, il n'y a plus de peur. Exactement. Et c'est le cas. Parce qu'en général, les CPS, nous-mêmes, c'est ce que nous allons, quand nous découvrons la maladie de quelqu'un, chacun de nous apporte son expérience. On essaie d'échanger avec lui, de lui démontrer que tout ce que vous avez entendu par le passé, là, si le VIH n'est pas vrai. Parce que jusqu'à présent, ces premiers messages demeurent encore. Bon, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la discrimination, elle est obligatoire. Puisque la population, jusqu'à présent, n'a pas compris. Exactement. Parce que je me rappelle en décembre 2020, c'est le RMA Plus qui a organisé le mois de décembre. Et j'avais un truc de réseau là. J'ai envoyé un message parce qu'il était convenu que tous les mois, tous les messages passaient par là-bas. Tout de suite, il y a un religieux qui réagit. Non, non, non. Aïe, Djena, quelle nous a fait un groupe. Bon. Après, je l'ai appelé ce salut direct. J'ai dit, mais est-ce qu'à vrai dire, tu es musulman? Il dit, ouais, moi je suis vieux, je sais que tu es vieillard. Mais est-ce que tu es musulman? Il dit, mais l'islam prône le pardon. Et puis, comment peux-tu accuser quelqu'un comme ça, sans savoir la cause de ce qui l'a amené ça? Il dit, non, non, on nous a expliqué. J'ai dit, non. Par exemple, je suis d'accord. C'est ceux qui ont les mères faciles qui l'ont. Mais revenons. L'enfant qui est né avec, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il couché avec une femme? Un homme a couché avec lui? Mais alors, et pourquoi cet enfant l'a contracté? Est-ce que quelque part, ça veut dire que tous ceux qui l'ont contracté sont mauvais? On a trouvé, j'ai dit, oui. J'ai dit, en plus, un homme a 4 femmes, il fait infidèle devoir, il couche avec les 4. Finalement, combien de personnes a-t-il contaminé? D'abord les 4 femmes, et tous les enfants nés de ça. Et sans compter s'il en a encore à côté. C'est pourquoi aujourd'hui, la lutte s'est même focalisée sur ça, l'index testing. Mais réellement, comme il l'a si bien dit, c'est un devoir de conscience pour tout responsable de lutte. Si venir parler avec des découvertes puisse être la solution pour que tous les Maliens acceptent de se faire dépister, on est là. Exactement. Parce que les gens se disent, moi j'ai dans les 60 ans aujourd'hui. Et si ça devait tuer, je devais mourir. Exactement. Il dit qu'il a dans les 57 ans. Et ça fait combien d'années? Morokane, n'en parlons pas. Lui, par exemple, il s'est dit, il doit avoir dans les 80 aujourd'hui. Et ils sont les premiers qui sont sortis à visage découvert parler de ça. Et si ça devait tuer, qu'est-ce que ça fait? Exactement. Ça veut dire, il y a juste les Maliens ont peur du regard extérieur. Ce regard extérieur-là. Parce que chaque fois, j'ai remarqué, quand on dit dans un groupe, telle personne est infectée, personne ne prend plus le thé avec toi. Personne ne s'assoit avec toi. Personne ne mange avec toi. Ça veut dire que tout est fait pour te rendre fou. La maladie n'est pas grave. Exactement. Mais cet état de fait, c'est plus que la maladie. Exactement. Bon, l'autre aspect aussi, c'est l'affaiblissement même de nos corps. Parce qu'en réalité, quand on est atteint le médicament, les ARV, là, tout le monde ne peut pas se porter avec le ventre vide. Hein. Et combien en ont vraiment pour avoir le ventre plein? C'est vrai, l'État nous donne, au début c'était dans plusieurs tonnes, maintenant c'est juste quelques 2 ou 3 tonnes là, par an. Par an. Bon, imagine-toi, quand les gens n'arrivent pas aussi à supporter aussi, les médicaments, ils ne prennent plus. Exactement. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas là. Le débat, c'est de démontrer à tout un chacun qu'on sache que celui qui a atteint le paludisme, celui qui a atteint de syphilis, celui qui a atteint de la myopie, c'est des maladies. Exactement. Et le VIH.
n'est-elle pas une maladie comme les autres? Exactement. Et pourquoi peut-on parler des autres symptômes, mais pas le VIH? Nous en reviendrons, M. Soumano. Vous êtes très intéressant dans vos développements. M. Xavier aussi milite au niveau du RMA+. C'est ça. Parlez-nous de votre organisation et qu'est-ce qu'elle fait? Merci. Moi, je suis actuellement le premier vice-président du RMA+. Il faut dire que le RMA+ aussi vient de très loin. Le RMA+, c'est exactement le 18 juin 2005 que le réseau a été mis en place à Bamako. Et à l'hippodrome, je me souviens très bien de ce jour, j'allais dire très fastidieux. Mais je suis très heureux aujourd'hui de parler de ça. Parce que ça fait 20 ans. C'est beau. Voilà, ça fait 20 ans que ce réseau est en place. Aujourd'hui, nous avons près de 43 associations à l'intérieur du Mali qui font partie de ce réseau. Bon, il faut dire que les raisons fondamentales, sinon les activités essentielles, moi je crois que c'est surtout l'accompagnement que nous faisons. Parce qu'entre les soignants et la population ou les personnes infectées, nous sommes à cheval. Nous sommes un pont. Nous sommes un pont du soignant vers la société, vers les patients, et des patients aussi vers les soignants. Donc, comme il a dit tantôt, lorsque on aurait tous les meilleurs diplômes de la médecine, mais souvent, quand il s'agit de gérer un cas de VIH, c'est très complexe. Et nous faisons en sorte que ceux qui sont déjà atteints de la maladie, d'abord la prévention, nous allons au devant de la population pour prévenir les voies de transmission, voies de prévention et tout ça, et comment se traiter, quels sont les sites sur lesquels on peut se traiter, aller jusqu'à le sens de la transmission de la mère à l'enfant, qui est même un gros rouleau d'étranglement dans le cadre de la prévention du traitement du VIH au Mali actuellement. Donc les raisons essentielles, en fait, c'est on se dit que chacun de nous a une raison de vivre. Et chacun de nous a droit à la vie. Donc, quelqu'un qui est atteint du VIH, qui se dit tout de suite non, non. Posez-lui la question tout simplement. Qu'est-ce qui vous tient à plus et qui doit vous donner encore le goût de la vie? Il vous dira certainement quelque chose. S'il ne dit pas son boulot, il dira certainement ses enfants, ou il dira sa maman, ou si c'est une femme, elle dira mon mari, mes enfants, mon chantier ici. Donc en fait, tout ça nous tient à cœur. Il faut que d'abord nous-mêmes vivions d'abord. Exactement. Et si on vit, il faut que nous soyons bien portants. Donc si vous voulez vivre et que ces choses-là vous tiennent, votre enfant ou votre mari ou votre papa ou ces personnes vous tiennent, ou bien vous-même, vous tenez à votre vie parce que vous avez des projets. Mais ces projets-là ne font pas, ce n'est pas les morts qui font les projets, c'est les vivants. Et si vous voulez être solide et que vous êtes atteint d'une pathologie, mais cette pathologie qui n'est pas une fatalité, il y a des solutions, il y a des médicaments, mais allez-y vers ça, tout simplement. Aussi simple. Aussi simple que ça. Le schéma n'est pas compliqué. Okay. C'est un schéma très simple. Et lorsque vous le posez devant une personne infectée, de façon rationnelle, tout de suite, il ne peut pas ne pas adhérer. Et mieux, lorsque vous arrivez, pour un patient qui est un peu difficile, lorsque vous arrivez à lui souffler tout simplement que vous êtes une personne dans la même situation que lui, mais là, c'est lui gagner déjà. Exactement. Donc voilà quand même les raisons fondamentales les axes fondamentaux sur lesquels nous travaillons. Voilà, mesdames et messieurs, introduite cette émission thématique Vivre avec le VIH-Sida au Mali, enjeux et défis. Nous revenons sur le plateau pour en débattre juste après notre jingle. De retour sur le plateau, M. Soumano, je vais vous faire réagir. Je vous ramène un peu en arrière. Le premier jour, vous avez su que vous étiez infecté. Ça s'est passé dans quel contexte et comment vous avez réagi? Bon, sincèrement, ça ne m'a jamais surpris. C'est honnêtement, quand j'ai découvert et que l'on m'a dit que c'est une maladie comme les autres, et je n'ai aucun problème, même au niveau de ma famille. Non.
je n'ai pas connu. Et c'est moi-même qui ai appelé un jour ma femme, je lui ai dit, bon, voilà, c'est qu'on vient de découvrir, si tu veux rester, t'as mieux, si tu ne veux pas, voilà. Elle était là. Bon, en réalité, c'est-à-dire on ne peut pas comparer son cas personnel, parce que moi, quand je suis venu dans la lutte, je suis arrivé en 2017, après eux. Mais j'ai compris qu'il y en a qui ont le courage de sortir pour dire à visage découvert, voilà, cette maladie n'est pas une fin en soi. Ça donne courage à d'autres qui sont là. Mais juste ce qu'on n'arrive pas à atteindre, c'est toujours ceux qui sont réticents à venir faire les tests. C'est là où sinon, ceux qui sont déjà savent qu'ils sont infectés, chaque fois qu'ils voient les autres, ils ont du courage d'être là-dedans. Mais ce jour, je me suis dit, moi j'ai eu la chance, j'ai pas faim, j'ai pas soif. Mais quand je suis rentré dans la cour, j'ai vu beaucoup de situations dont je n'aimerais même pas décrire. Ça, c'était après avoir découvert votre situation? Si. Ça veut dire après la découverte. Moi, j'ai connu en 2000, c'est en 2006 qu'on m'a mis sur le traitement, je n'avais pas besoin. Ça veut dire, en réalité, je ne savais pas. On m'a dit en 2000, j'étais là, moi je n'ai jamais considéré. C'est un jour, j'ai fumé trop là. Donc j'ai eu de l'acide sous les foies, j'étais hospitalisé. C'est là où on m'a dit, il m'a fait le test, il dit, ah, vraiment, est-ce que j'ai dit non, donnez-moi le traitement, si c'est le cas, sinon moi ça ne me dit rien. En réalité, mais quand maman m'a supplié que je suis arrivé dans la cour, ça veut dire, peut-être lui, il a un peu constaté, j'étais presque un centre d'écoute. Parce que, en réalité, dans un milieu où ça ne va pas trop, moi j'étais là, j'étais trop généreux. Chaque fois que quelqu'un avait faim, je donnais l'argent, parfois je donnais de l'argent pour qu'on prépare, tout. Donc ça a fait une sorte de confiance en moi. Ce qui fait que chacun venait me raconter ce qu'il avait. Par fini, j'étais même plus vacciné que les anciens. Parce que tout un chacun vient me faire part de son cas. Et j'ai compris que c'est nécessaire que certains réagissent pour essayer de vraiment de faire quitter ces tabous-là sous nos pieds. Parce que moi, c'est mes constats. Tant que ce sujet de discussion restera un tabou, le VIH fera des ravages. Que les gens comprennent quelque chose. Et le Malien s'est dit, au Mali on dit qu'on est à 95% des musulmans, 3 des chrétiens, mais moi je dirais 100% animistes. Quelque part, il est temps qu'on sorte de l'ombre. Et ça s'est fait comment? Si aujourd'hui, nous, on a eu le courage de venir, d'autres l'ont fait avant nous, peut-être d'autres suivront. Mais c'est à travers ces actes posés. Ce n'est pas à la télé seulement, parce que peut-être vous avez juste des auditoires qui peuvent suivre ça. Mais en réalité, si l'on multiplie ça, que plusieurs chaînes s'en occupent, qu'il y ait des causeries, des débats dans les masses comme ça, avec des témoins du visage découvert, je pense qu'on finira par avoir raison du tabou là. Exactement. Et c'est ce qu'il faut chercher à enterrer. Okay. Tant qu'on ne se bat pas contre ce tabou là. Mais ce tabou, je dis, est-ce qu'il ne faut pas chercher encore un message plus fort que ce qui avait été véhiculé au départ? Exactement. Parce que c'est là tout le mal. Ok, on va en revenir avec vous. Même il y avait un film sur un certain Ali là. Quand les gens s'allaient, on projetait ces films-là. L'ascenseur là. Sur l'ascenseur là. Vous voyez, ça veut dire que ces messages de départ véhiculés ont fait des ravages. Maintenant, je pense que nous devons nous donner la main pour essayer encore de donner un message encore 10 fois plus fort que ça. Exactement. Parce que si ce n'est pas ça, ces tabous-là pour les vaincre, ça va faire, il faut avoir vraiment beaucoup de ceinture. On va en revenir, M. Soumano. Je vais faire réagir M. Ben Ali. Vous l'avez dit, vous avez traversé le désert. La situation du VIH il y a 20 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Avant, quand quelqu'un apprenait sa situation, quel était le problème auquel cette personne était confrontée? Et aujourd'hui, quand quelqu'un découvre sa situation, comment il est pris en charge? Merci encore, M. Maïga. Chinois Achubé disait, je paraphrase, quand ramasser devient facile, se courber devient difficile. Exactement. Donc je caricature un peu de la sorte. Nous qui avons fait la traversée du désert, nous savons ce que c'est que réellement le VIH. Nous savons les ténèbres dans lesquelles nous avons surgi
quand on quittait les régions pour venir à Bamako pour aller faire les CD4 en son temps, au Césac, on passait la nuit dans les logements du Herma+, dans les moustiques et dans le noir, et on quittait très tôt le matin à 4h30 pour aller au Césac pour aller faire les CD4 et retourner dans nos régions. Les CD4, c'est quoi? Expliquez un peu pour la compréhension des téléspectateurs. Les CD4, c'est un peu dans l'organisme, naturellement dans l'organisme de chacun, il y a ce qu'on appelle ce qui défend. C'est les défenseurs naturels de l'organisme qu'on appelle les CD4. Okay. Voilà. C'est comme les globules dans les sangs. C'est ça. Donc, nous qui avons vécu ces choses-là, donc vraiment nous savons l'importance. Souvent, je fais un rapprochement, je dis, actuellement, les gens ont les molécules un peu partout. ATT l'a dit, je le remercie, paix à son âme. Je ne veux pas que les malades viennent vers les médicaments. Je veux plutôt que les médicaments aillent vers nos populations, et dans les contrées les plus reculées. Et c'est là qu'il y a eu l'initiative malienne des antirétroviraux en son temps. Je crois que ça doit être autour de 2004. Donc vraiment, c'est toute une histoire, et avec beaucoup de difficultés et beaucoup de succès. Donc aujourd'hui, bon, on a ces molécules à bras le corps, à un tour de main seulement nous l'avons. Donc ce qui fait que souvent, les gens ils prennent, ils vont à la maison. Des gens sont morts de PVIH malheureusement. Sous les lits, nous avons trouvé presque des demi-sacs de molécules d'ARV, d'antirétroviraux. Donc c'est déplorable. Pendant que quelqu'un peut-être n'a pas et qui aurait dû bénéficier, et vous l'avez pris, vous êtes allé mettre sous le lit. Et finalement il décède, on découvre qu'il a... Donc en fait c'est pour dire tout simplement que moi je remercie beaucoup le Mali, parce que j'ai la chance d'être une double nationalité, je suis à la fois burkinabé et à la fois malien. Donc mon VIH, je l'ai découvert en 2000 au Burkina. Donc, mais je n'ai pas accepté, c'était dur. C'est dur à gérer d'abord en famille avec madame. De telle en sorte que j'ai fomenté un voyage en Côte d'Ivoire. Je suis allé là-bas pour essayer de vérifier. J'ai mis du temps, ça a coïncidé avec la crise de la Côte d'Ivoire en 2002. Et après, je suis revenu au Mali. Et encore, c'est à Sikasso maintenant que j'ai eu la chance de croiser des conseillers qui ont pu vraiment me prendre comme un bébé et qui m'ont donné la chance de vivre. Donc ça n'a pas été facile. Donc j'ai fait presque 3 mois de tour dans ces 3 pays pour éviter une situation difficile. Parce que j'avais appris que, voilà, je suis porteur, donc c'était pas du tout facile à gérer. Donc il faudra que, c'est pourquoi j'ai dit tantôt au début de l'émission que nous avons un devoir, parce que vraiment on est passé par beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de réalités. Nous pouvons faire pratiquement même, j'allais dire, écrire le livre du VIH, en tout cas à notre manière, au Mali. Parce que depuis déjà 2000, on était déjà engagés. Donc ça nous fait 25 ans plein que nous sommes engagés, et ça nous fait pratiquement 24 ans que nous sommes engagés dans la vie associative. Donc c'est dire que vraiment il y a eu beaucoup, l'eau a coulé sur le pont, comme on a dit. Mais qu'est-ce qui a changé sur la gestion d'abord de la connaissance du statut? Avant, c'était difficile, mais aujourd'hui, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour une prise en charge tout de suite immédiate des personnes qui découvrent leur statut sérologique? Oui, mais ça changeait parce qu'au début, les médecins qui étaient censés, les gens qui faisaient non seulement à partir du laboratoire et puis du médecin et autres, c'était juste les techniques. Bon, il n'y en avait pas assez les conseillers, mais aujourd'hui, le Mali est josé de beaucoup de conseillers, ce que nous appelons des médiateurs sociaux. Et des médiateurs sociaux, c'est des conseillers et plus que sociaux qui sont un peu partout au Mali et qui ont la charge effectivement de jouer, comme je l'ai dit tantôt, un effet tampon entre la société, les personnes vivant avec le VIH et le personnel soignant. Donc ça c'est vraiment un apport très capital. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est plus facile non seulement d'atteindre la population pour la sensibilisation, les informations, les IEC, mais aussi il est plus facile aujourd'hui aux gens d'avoir les molécules. Parce que aujourd'hui c'est le test intrus qui est là. On te teste et on te met directement sur les molécules. Mais souvent, les gens, par rapport à beaucoup de réalités, je prends une réalité simple actuellement. Le Mali est en train de vivre une situation de pénurie de carburant. Nous sommes dans une crise énergétique liée au carburant.
Il y a des gens qui ne peuvent pas quitter leur localité parce que tout simplement ils n'ont pas le carburant. Mais nos CPS ont le devoir d'acheminer les arrivées vers ces personnes pour qu'il n'y ait pas rupture. Voilà un changement. Exactement. Mais il y a 10 ans, 20 ans, ça, c'était un peu plus difficile. Ok. Voilà. Monsieur Soumano, je vais peut-être vous faire réagir sur un aspect, vous qui échangez beaucoup avec les personnes infectées. Quels sont les retours que vous avez? Quelles sont les situations auxquelles les personnes vivant avec le VIH au Mali sont confrontées généralement? Bon, en général, ceux qui ont accepté leur situation et qui ont échangé avec moi, on constate juste qu'il faut trouver le juste milieu, c'est-à-dire leur trouver du travail ou leur donner à manger. Parce qu'en réalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand ils commencent déjà à prendre le médicament, lorsqu'ils voient que c'est un peu plus lourd, ils s'abstiennent, ils ne prennent plus. Le deuxième aspect est qu'il y en a qui se disent, on les prend, mais toute la nuit nous grelottons. Par fini, c'est un abandon. Et d'autres encore, lorsqu'ils ont 3 mois, quand on va faire, comment dirais-je, la charge virale, et qu'on dit que est indétectable, ils se disent guéris. Ils ne prennent plus. Bon. Et parfois même, il y en a qui viennent me voir pour me dire, est-ce qu'en réalité, en prenant ces médicaments, je peux avoir des rapports non protégés? Je les aide avec le peu de connaissances que j'avais. Et parfois, il y en a qui viennent me dire, comment tu veux qu'on prenne les médicaments? Moi, je suis en train, j'ai fait du commerce d'arachide, je n'arrive même pas à avoir un sac. Moi, je leur paye des sacs. J'ai dit, maintenant, il faut essayer de continuer. Ça veut dire, et chacun avait son petit souci, mais le seul souci, parce que ceux qui venaient me parler, c'était des gens qui avaient déjà accepté leur situation. Ils savaient qu'ils étaient infectés. Ils s'étaient fondus dans l'association. Mais juste, le problème qui fait qu'aujourd'hui, parce que s'il y a un mauvais traitement, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'en réalité, celui qui prend son médicament normalement, on a fait tellement de maladies de couple discordants. On appelle, s'il y a un homme qui veut une femme qui est quand même contaminée, on les appelle toutes les deux, maintenant on échange. On te dit, bon voilà, il faut juste l'aider à ce qu'elle suive son traitement. Et très souvent, ils ont des enfants très sains. Mais malheureusement, ceux qui n'ont vraiment pas les moyens ou des sources de revenus, c'est là où ça cause problème. Parce que sinon, ceux qui suivent ne transmettent plus. Et s'il y avait aujourd'hui 90% des personnes qui sont infectées et qui ont reconnu leur sérologie, s'ils sont dans de bonnes conditions, il y a moins de chances de transmettre. Et c'est pourquoi parfois on s'efforce à leur donner des AGR, on s'efforce à essayer de leur donner, parce qu'au besoin, nous allons même voir de bonnes volontés pour leur demander de l'aide. Mais soyons honnêtes, j'amène 10 tonnes, je donne un sac à tout le monde. Il y en a pour les préparer, ils sont obligés d'aller vendre le demi-sac là. Toi, tu lui donnes 50, lui, il va vendre 25. C'est pour avoir le prix de condiment. Il ne va pas manger du riz sec. Maintenant, on lui donne du riz, on lui donne de l'huile, tout, mais quand même, il faut payer quelque chose pour le faire. Et c'est pour dire, au-delà de tous ces aspects, moi, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup ont accepté avec nous et ils sont le porte-voix. Parce que pourquoi? On les a parlé, on a échangé avec eux et on les a conscientisés pour leur dire c'est trop égoïste de ne pas s'impliquer dans cette lutte. Parce que pourquoi? Par exemple, M. Bengali ne me contredira pas quand on a parlé d'un testing. Et celui qui ne fait pas, tu penses qu'il n'est pas égoïste? Oui. Toi, tu as eu la chance. Tu as été découvert, tu as été dépisté positif. Maintenant, tu as eu la chance d'avoir tous les traitements. Mais malheureusement, les traces que tu as laissées là, tu veux les laisser pourrir? Est-ce que c'est honnête? Honnêtement, c'est toi qui as fait le bordel. Alors tu as vraiment eu le courage de sortir dehors, de t'amuser, tout. C'est toi qui as fait venir la maladie. Maintenant, le seul problème, toi tu suis les traitements. Et eux. Est-ce que c'est vraiment conscient? C'est pourquoi j'ai dit, tout PVVIH conscient
doit amener ses index. Parce qu'en réalité, parfois, il y a des termes que nous n'aimons pas utiliser, mais pourtant, les Maliens, parfois, il faut être dur comme ça. Quand on a dit qu'Ebola est arrivé, personne ne nous a demandé d'observer. Tout le monde est observant. Les mesures prises là, qui ne l'a pas accepté? Parce qu'on n'a pas dit comme ça, tu le fais ou tu meurs. Et c'est ce que les Maliens entendent souvent. Bon, nous pensons que parfois c'est des termes trop durs, mais l'homme c'est en deux temps, soit la carotte ou le bâton. À toi de voir. Mais en réalité, en échangeant avec ces dames, j'ai constaté même pour qu'ils accompagnent nos actions, si elles sont dans les conditions, elles vont les faire. Monsieur Xavier ne me contredira pas que nous étions tous serment plus. Mais je voyais des femmes qui traversaient, qui quittaient derrière le fleuve. Et venaient juste parce qu'on préparait. Juste les mercredis et les vendredis. Le repas communautaire. Et ils quittent derrière le fleuve. Parfois, il y en a qui empruntent 150 francs pour venir. C'est après avoir mangé comment retourner. Et comment ils peuvent nous aider. Et pourtant, c'est leur appui qui nous sera plus utile. Parce qu'en réalité, nous autres là, on nous observe, on dit que nous sommes les gens qui gagnent là-dedans. Hein. Donc très souvent, ça cause un peu de problème. Mais lorsque nous sommes accompagnés par la basse classe que nous considérons comme les personnes les plus souffrantes, leur voix porte mieux. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, si vraiment c'est une dame qui a le courage de venir rassembler tous les marchés, bon, moi, comme on vient de le faire, moi j'ai traversé cette situation, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais aujourd'hui je vis. Juste savoir, moi, je crois que j'ai dit, en essayant d'aller se faire dépister, tu te donnes plusieurs chances. Okay. Parce que premièrement, tu découvres ta sérologie. Si elle s'avère positive, tu as la chance d'être traité avant que la maladie n'arrive à te terrasser. Parce qu'on dit porteur de virus et sidien. Porteur de virus, c'est celui qui a la maladie en lui, mais personne ne le sait. Est-ce qu'on te voit un visage découvert pour te dire comme ça que tu es atteint de sida? Mais celui qui a été terrassé par le VIH, c'est ça qu'on appelle sidien. Et malheureusement, parfois même dans les discours, il y a beaucoup, même hier dans la salle, il y a l'artiste là qui disait Sida Banabrato, Sidato. Bon, c'est le terme qu'on utilise. Mais en réalité, qu'une femme mise dans des conditions, qui vient s'arrêter au milieu de la foule et parler comme ça, comme nous sommes en train de parler avec le cœur, c'est-à-dire combien il peut atteindre. Parce que les gens ne croient pas. Hein. Parfois, on voit beaucoup. Socrate a été aussi pris comme cible. On veut le voir, hey, lui là, c'est un escroc. Il essaie de gagner son gain-pain. Il n'a rien. Bon. En réalité, ces problèmes-là, parfois, nous savons qu'avec les partenaires, c'est un peu difficile. Mais parfois, il faut comprendre le milieu. Parce que c'est le milieu. On va en revenir sur la notion du milieu, la notion de l'environnement. Je voudrais faire réagir M. Bengali. Aujourd'hui, quelle est la dynamique des personnes qui vivent avec le VIH-Sida? C'est-à-dire comment ça se gère, comment le processus de traitement se fait et quelles sont les couches, en tout cas de personnes que vous suivez, qui sont les plus affectées? D'accord. Nous avons un regard sur toute la population en général, parce que nous sommes une association assez ouverte. Maintenant, vous posez la question de savoir... Sur les personnes que vous observez. Le cheminement. Voilà, le cheminement, voilà. Exactement. Oui, parce qu'après, nous ne sommes pas côté médecin, côté chose. Hein. Donc maintenant, on ne va pas trop rentrer dans le côté médecin ou autre, mais ce que nous savons juste en tant que conseiller, puisque c'est en tant que président d'association, nous savons que après la prévention, les gens ils sont dépistés. C'est le test and treat, hein. Vous êtes testé, vous êtes positif, on cherche à vous mettre sur le traitement. Bon. Maintenant, lorsque vous commencez le traitement, donc je crois juste il y a la charge virale qui doit suivre. Voilà, la charge virale qui doit suivre 1 à 3 mois maximum. La charge virale doit suivre. Donc c'est un peu le cheminement juste, hein, parce que c'est pour savoir s'il y a une tolérance de la molécule que vous prenez par rapport à votre état même de santé, de votre constitution normale même. Voilà, c'est simple. Mais en termes de retour des personnes que vous observez, quelles sont les informations qui remontent assez couramment?
Bon, En tout cas, des personnes qui vivent avec le VIH au Mali. bon, les informations, il y a celles-là qui sont bonnes, il y a celles aussi qui ne sont pas bonnes. Ok. Bon, quand on prend par exemple celles qui sont bonnes, les gens ils sont satisfaits par rapport au traitement parce qu'aujourd'hui, les gens ont la chance même pour certaines situations d'avoir jusqu'à 6 mois de traitement. On peut vous remettre dans un site une boîte jusqu'à 6 boîtes, d'une boîte jusqu'à 6 boîtes lorsque vous êtes en train de voyager et que vous n'avez pas accès, là où vous êtes parti, vous n'avez pas accès à votre molécule. Si votre médecin juge nécessaire, après avoir justement évalué et tout, peut vous donner jusqu'à 6 mois. Donc ça, c'est des choses qui sont positives. Voilà. Bon, quand vous allez au niveau des maternités, il y a la prise en charge des femmes qui se fait très bien au niveau des consultations prénatales. C'est vrai qu'il y a du manque, il y a beaucoup de manque à gagner, mais ça se fait quand même. Même si le niveau de satisfaction n'est pas ça, ça c'est bon. Bon, quand vous prenez par exemple sur l'aspect maintenant négatif, les gens reviennent souvent sur beaucoup d'autres choses. Parce que quand une personne vivant elle malade se trouve dans un centre médical où il doit suivre son traitement, il n'y a pas que... Parce que pour le VIH, c'est une molécule qui est déjà connue. Il prend les ARV, ça c'est pour que vraiment il ait un niveau de CD4 assez bien, qu'il soit physiquement bien portant, qu'il puisse passer à ses occupations. Mais il y a à côté des maladies opportunistes, d'autres maladies qu'il peut avoir. Il peut avoir un simple palu, il peut avoir d'autres infections. Mais malheureusement, ça, c'est des grosses difficultés. Dans très peu de centres, nos patients, les personnes vivant avec le VIH, ont vraiment, à hauteur de souhait, un traitement dans ce sens. Okay. Donc ça, c'est des choses qui reviennent très souvent. À côté de ça, ce qui est négatif encore, c'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits. Mais jusque-là, la stigmatisation, la discrimination, ça existe. Hein. Okay. Les gens sont toujours victimes de ça. Et souvent, même, malheureusement, même dans les milieux médicaux. Okay. Oui, ça se fait. Voilà. Maintenant, quand on va au-delà de ça, ce qui est encore aussi négatif, bon, on dira qu'il faut revoir les textes. Il y a la révision des textes, là, parce que le texte que nous avions, est-ce que le décret d'application lui-même a été signé? C'est resté lettre morte, parce que je sache. Donc la loi est là, la loi dit certaines choses, mais les choses évoluent. La loi a été écrite depuis autour des années, je crois, 2006 par là, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne souvenance. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? Donc beaucoup de choses ont évolué, donc il faut revoir tout ça. Alors, Monsieur Soumano, il est évident que la stigmatisation et la discrimination continuent, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, les perceptions ont beaucoup changé. Évidemment, évidemment. Ouais. Ça veut dire, ce qu'il dit là, le vrai problème aujourd'hui n'est pas ceux qui sont déjà dépistés, mais ce qui cause problème, c'est d'avoir ceux qui ne sont pas dépistés. Ok. Parce que il nous est plus facile d'avoir l'adhésion de ceux qui sont dépistés, qui sont dans nos associations. C'est ce que j'ai dit, nous sommes presque un centre d'écoute. Exactement. Donc ça veut dire qu'avec eux, on n'a pas beaucoup de problèmes. Juste que c'est des gens qui manquent de moyens. Exactement. Et qu'en réalité, on les accompagne d'une certaine façon. Leur autonomisation peut peut-être nous aider à améliorer cette situation. Exactement. Mais en réalité, la difficulté reste encore ceux qui sont dans l'ombre qui refusent d'être dépistés. Alors justement, sur cette question, M. Soumano, c'est extrêmement important. Je pense que c'est le but de cette émission. Ceux qui ne sont pas dépistés manifestent naturellement un sentiment de peur ou un sentiment de rétractation. Vous aujourd'hui qui portez ce virus, mais qui vivez, et quel est le message que vous souhaiteriez les adresser pour qu'ils prennent confiance, pour qu'ils acceptent de se faire dépister et bien entendu de se faire traiter en cas de dépistage positif? Non, parce qu'en réalité, on a presque tout fait, tout dit. Est-ce que chaque fois qu'il nous est donné de nous retrouver au milieu d'une causerie, ou peut-être même des échanges, moi j'ai la chance de faire plusieurs conférences. Parce que je suis constamment invité dans des événements. Et chaque fois que j'ai l'occasion, j'en parle. Mais en réalité, les gens demeurent toujours dans la peur. Et cette peur, nous, on l'a expliqué de long en large. C'est-à-dire, pour être dans la lutte, il faut d'abord être dans la discrétion. C'est pourquoi quand nous venons dans un grain et que tout le monde accepte de se dépister, on envoie un résultat négatif à tout le monde.
Ça ne veut pas dire que tout le monde est négatif. Mais, comme ça, dans les grains, on envoie que tout le monde est négatif. Là, déjà, il n'y a plus de soupçons. Ouais. Mais celui qui a une situation douteuse, après, on l'appelle discrètement. Venez, on l'explique, on essaie de le mettre sous traitement. Mais la difficulté reste encore pour ces gens de vouloir, parce qu'ils n'ont jamais compris qu'ils peuvent avoir cette discrétion-là. C'est ce qui fait la peur au ventre. Parce que quand je découvre cela, ce n'est pas un problème. Mais lorsque X ou Y le sait, ça pose problème. Exactement. Bon, beaucoup ont peur aujourd'hui, puisque, sans vous mentir, beaucoup des agents de santé aussi nous ont causé des torts dans ce sens. Hein. Parce que moi, j'ai connu même à Sekasso une dame qui a vu un chauffeur sortir. Elle dit, bon, voilà, il y a une caméra, il y a aussi des bennes. Donc, trop. Et quand une caméra, il y a aussi des bennes. Alors, c'est pourquoi les gens ont peur d'aller se faire dépister, puisque s'ils voient une seule connaissance là-bas, ils ne se font pas dépister. C'est pourquoi on a même créé les autres tests. Mais les gens, c'est toujours par peur, cette stigmatisation-là qui cause sérieusement problème. Okay. Et là, je pense que nous, on a voulu aller plus loin en essayant d'aborder, même la patrouille policière, je les aborde souvent, même les patrouilles policières. Et quand je l'ai fait, après, je prends une boîte de préservatifs, je les donne. Essayons de nous protéger. Bon, or, au Mali, parfois, quand tu vas t'arrêter, tu sais, la difficulté, il y a 2 couches au Mali où ça peine encore à adhérer, les religieux et les traditionnalistes. C'est là où ça cause problème. Un religieux n'est pas capable d'aller s'arrêter dans un mosquée pour parler de VIH. C'est pourquoi moi, j'ai organisé 3 jours d'échange entre les hommes de caste. J'ai même invité le Haut Conseil à venir nous parler de ça. C'était pour avoir leur adhésion. Okay. Parce que c'est les 2 couches les plus difficiles au Mali. Si aujourd'hui, la lutte arrive à convaincre ces 2 couches, je suis sûr qu'on fera plus que ce qu'on espère. Monsieur Bengali, oui. Vous aviez envie de réagir sur cet aspect? Bon, en fait, je voulais dire tout simplement que nos patients aujourd'hui, ce qui va rester encore comme chose à demander et à renforcer, c'est toujours de mettre l'accent. Parce qu'à un certain moment, de façon mondiale même, on a décidé que beaucoup avait été fait dans la sensibilisation et tout, que maintenant l'heure est au traitement. Et que le traitement est disponible un peu partout dans le monde, pratiquement au Mali, c'est partout. Et que nous avons beaucoup lâché le niveau de la prévention. Parce que les préventions qui se faisaient dans des villages, dans des marchés, dans des garages et autres, a été vraiment lâchée. Okay. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un sérieux relâchement à ce niveau. Je pense que même nos décideurs et ont compris qu'il faut revenir à cela. Mais il y a un autre aspect qui est très important qu'il a dit, et moi j'aimerais rebondir sur ça. Nous avons 3 couches essentielles. Les 3 couches essentielles, c'est quoi? Il y a celui-là qui est le séropositif, ça c'est connu. Il y a celui-là qui est le séronégatif, celui qui était négatif. Mais il y a l'autre couche que nous avons pris l'habitude d'appeler entre nous, dans notre milieu, les séro-ignorants. Les séro-ignorants, c'est là le problème. Le gros problème. Parce qu'au moins, les 2 autres, c'est déjà connu et les conseils vont suivre ou le traitement va suivre. Tout ça, ça peut être géré. Mais ceux-là qui se tapent la poitrine à longueur de journée, mais pourtant qui ne savent pas s'ils sont de l'autre côté ou bien s'ils ne sont pas de l'autre côté. Ceux-là sont les séro-ignorants. Alors, ces séro-ignorants, c'est ce qui est très difficile à gérer. Il a dit tantôt ici, le processus d'index textile que nous avons mis en place avec d'autres partenaires qui fait en sorte que lorsque quelqu'un est séropositif, on essaie de prendre juste autour de lui, ses enfants, ses femmes, ses partenaires sexuels et tout ça, pour qu'il puisse chercher. Donc, il faut axer beaucoup les choses dans ce sens. Okay. Voilà. Comment faire venir ces séro-ignorants-là pour qu'ils soient soit dans le lot des séro-négatifs ou soit dans le lot des séro-positifs.
Alors, M. Soumano, on va vous faire réagir encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour que les personnes qui vivent avec le VIH au Mali puissent vivre dignement et dans des conditions les plus maximales? Non, comme je l'ai si bien dit, je pensais que j'allais plutôt parler d'autonomisation. Oui. Parce qu'en réalité, c'est-à-dire, quand on vit aux dépens des autres là, on n'a aucune volonté. Aujourd'hui, c'est ce qui cause plus de problème. Parce qu'en réalité, tu vas trouver beaucoup n'ont pas même 2 repas normaux, à plus forte raison les 3. Pendant que le traitement exige une condition d'alimentation très bien équilibrée. Et malheureusement, quelqu'un qui n'arrive même pas à avoir d'abord à manger, à plus forte raison que de penser à une alimentation équilibrée. C'est pas facile. Parce que c'est vrai, nous avons besoin de ceux qui doivent se faire dépister. Mais ceux qui sont déjà dépistés et qui ont accepté leur situation, il faut créer des conditions. Et ces conditions-là, ça peut aller vers des formations, ça peut aller vers des AGR, ça peut aller vers d'autres solutions. C'est-à-dire, essayons d'abord de les autonomiser. Parce qu'en réalité, celui qui a la possibilité de se prendre en charge, même Cédric n'a pas peur qu'on le stigmatise. Exactement. La stigmatisation, c'est quoi? Parce qu'on a besoin de l'autre voisin là toujours. Mais si toutefois, Dieu merci, tes 3 repas normaux, tu peux les assurer, tu peux te soigner, tu peux tout faire. Est-ce qu'en réalité, tu auras peur encore de ça? Bon, moi, je pense qu'il faut se focaliser sur l'autonomisation d'abord de ces violences. Le traitement aujourd'hui ne cause aucun problème. Sincèrement, ça, nous remercions l'État. Honnêtement, sur ce plan, que ce soit le personnel soignant, que ce soit la disponibilité, et puis que ce soit même les CPS. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, c'est ceux qui sont appelés les conseils psychosociaux. C'est-à-dire, si quelqu'un ne peut pas se déplacer de Kouloukourou pour venir chercher son médicament, lui, il a la solution pour l'amener. Donc, tu vois, sur ce plan, le traitement ne cause pas de problème. Mais je dis, ce qui cause problème aujourd'hui, c'est-à-dire, pour que le truc puisse être facile, il faut essayer de les aider. C'est-à-dire, si chacun arrive à se prendre en charge, bon, je ne dirais même pas chacun, au moins, si le maximum arrive quand même à subvenir à ses propres besoins, je pense que là, on aura gagné une partie du combat. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à la 2e étape de cette émission. Nous soufflons et nous revenons pour la conclusion. Voilà, de retour sur le plateau pour la dernière partie de cette émission. Monsieur Bengali, je vais vous faire réagir aujourd'hui concrètement. Comment se manifeste le processus de traitement? Quels sont les centres de santé qui s'en occupent? Quels sont les dispositifs qui existent pour la prise en charge psychosociale? Et quelles sont les subventions disponibles pour les personnes qui n'ont pas finalement accès à la possibilité de se prendre en charge elles-mêmes? Oui, merci. Il y a beaucoup de partenaires, mais plus particulièrement le Fonds mondial, qu'on remercie beaucoup le passage, qui fait beaucoup d'efforts dans ce sens de la prise en charge du VIH. Je crois qu'il y a aussi les autres partenaires tels que, je pense, UNICEF qui arrivait à doter beaucoup de centres d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des infrastructures telles que les panneaux, les solaires, les installations des appareils de laboratoire, ainsi de suite. Beaucoup de choses. Et il y a d'autres partenaires aussi qui sont beaucoup impliqués dans le cadre de la formation, le renforcement des capacités, non seulement de nos associations, mais aussi des personnels soignants. Donc ça aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens. Mais il faut dire que pratiquement dans tous les centres de santé de référence, il y a tout un arsenal qui est là sur place pour la prise en charge des personnes vivant avec depuis son dépistage jusqu'à l'atteinte de molécules ARV. Bon, il y a aussi des centres privés, il y a d'autres centres spécialisés dans le pays. On ne peut pas les citer tous ici, mais je pense que puisqu'il y a le secteur privé, il y a aussi le secteur public qui sont tous impliqués. C'est une lutte qui est globale. Il faut que tout le monde aille ensemble. Voilà, donc ce qui fait que ce soit dans le privé, que ce soit même dans certaines cliniques, le dépistage se fait. Quand ils n'ont pas la possibilité, ils font appel à d'autres structures plus spécialisées pour que ces personnes-là puissent prendre la relève. Donc c'est vraiment, je crois, bien organisé dans ce sens. En tout cas, où il n'y a aucune personne aujourd'hui, après le dépistage,
qui doit rester, sinon que je pense qu'il reste sans prise en charge quand même au Mali. Parce que tout est vraiment mis en charge, que ce soit dans le privé ou dans le public. Ok. Voilà. Monsieur Soumano, le traitement, comment se fait le traitement Non, je pense qu'il a expliqué tout le processus à ce niveau. Honnêtement, il n'y a aucun souci. S'il y a quand même des cas positifs et que peut-être l'intéressé peut ne pas vouloir suivre le processus, même là, les CPS sont très souvent sur leur talon, en essayant dessus. Même parfois, c'est santé qui prennent les cahiers de rendez-vous, on appelle tout le monde. Est-ce que tu sais que dans 2 semaines, tu as ton rendez-vous? Et si toi, tu n'as pas la possibilité, tu l'as dit, directement, on t'amène ça. Et même les médecins traitants, ils ont compris aujourd'hui, au niveau des sites de prise en charge, tu vas trouver qu'il y a au moins 1 ou 2 CPS qui ne sont pas du personnel soignant, mais qui sont nos CPS, nos représentants. Et ils sont là parce qu'il est plus facile avec eux d'échanger avec les malades. Parfois, ils ont des difficultés à se faire comprendre parce que le médecin traitant, souvent, il dit on n'est pas là pour vous seul. Mais le CPS, il est là pour eux seulement. Donc, ça veut dire que sur ces plans, on n'a pas de problème. Mais juste, c'est que nous devons d'abord remercier l'État du Mali. L'État, depuis ATT, perd son âme. Et depuis ce jour, tout a été fait pour accompagner la lutte. Mais il faut encore réfléchir à plus d'appui et d'accompagnement. Vous mettez l'accent beaucoup sur le régime alimentaire, c'est extrêmement important. C'est très important. Et c'est pourquoi vous demandez aujourd'hui ce soutien pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se prendre en charge. Et on est d'accord que c'est beaucoup de personnes, même pour des personnes infectées normales, avec la prise quotidienne des comprimés, on est d'accord qu'il n'y a pas de problème. Non, j'ai dit, ça veut dire sur ce plan, on remercie l'État. Exactement. Et même le personnel soignant. Non, j'ai dit pour le traitement, ouais. Il n'y a aucun souci. Exactement. Et puis, ce n'est pas l'État qui fait quelque chose pour empêcher ces gens de prendre les médicaments, mais juste, parce que je vous ai bien dit que j'ai beaucoup échangé avec eux, personnellement. Voilà, c'est ces sentiments que j'ai compris. C'est ce que je transmets. Exactement. Parce qu'en réalité, les gens ne doivent pas avoir peur. Même celui qui n'est pas atteint de VIH a besoin d'avoir le ventre plein. Exactement. Alors, mais on ne peut pas dire comme ça, donner quelque chose à manger, non. Il faut essayer d'aider plutôt la personne à pouvoir se prendre en charge. C'est ce que j'ai dit. Sinon, honnêtement, aujourd'hui, nos autorités, on est fiers. Pas parce que ça a commencé par mais depuis ATT. En tout cas, ce qui concerne la lutte, nous, on n'a aucune reproche à faire à nos autorités. Ils font tout leur mieux pour nous mettre à l'aise. Mais juste la seule difficulté, c'est que beaucoup, parfois, vous l'avez dit, des gens qui meurent avec plus de 1000 comprimés sur le lit. Qu'est-ce que c'est? Parce que le fait qu'il prend et que ça le secoue. Parce qu'avec le ventre, ça secoue. Exactement. Voilà, bon, c'est pourquoi j'ai dit, ça veut dire si c'est juste la cause de leur refus de suivre le traitement, il faut apporter quelque chose pour nous aider. Parce que si eux, ils sont dans de bonnes conditions, nous n'avons plus besoin de bouger. Parce que chacun a les... Si moi je sors aujourd'hui, je vais au marché, je dis que je vis avec ça. Ça me coûte quoi? Que toi tu le dis ou pas, moi je vis. Tu vois, tout le monde n'a pas cette chance. C'est ce que j'ai dit. Exactement, c'est important. Voilà, c'est important et on est vraiment dans une approche très pédagogique. Et c'est pourquoi il était important de nuancer les propos pour sortir de tout quiproquo. Monsieur Bengali, nous sommes presque au thème de cette émission. Vous êtes séropositif, personne séropositive, vous vivez avec le VIH depuis plus de 20 ans. Mais comment vous vous portez aujourd'hui? Bon, je me porte à merveille. Parce que j'ai commencé bénéficiaire, j'ai atteint le niveau décisionnel. Donc, j'ai participé pendant 7 ans à la gestion du Fonds mondial au Mali. Donc, ça me fait beaucoup d'expérience. Et je suis passionné d'agriculture. Je suis exploitant agricole. Je suis conseiller psychosocial. Je suis aujourd'hui le vice-président du RMA+. Ben, qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai ma famille qui est là, ma famille est importante. Mes enfants, il n'y a que seulement un dernier qui n'est pas majeur, mais qu'est-ce que vous voulez? Et aujourd'hui... je pense que la vie est rose. La vie est rose, en termes de... Sur le plan sanitaire, vous vous portez bien? Non, mais je fais du footing tous les matins. Je vous ai vu courir les escaliers tout de suite en montant. Je fais le footing tous les jours à 5h30. Exactement. Ouais.
Monsieur Soumano, vous portez aussi moi, je demeure encore dans l'art. Hein. 60 ans, vous imaginez? Oui, moi je demeure encore dans l'art. Et je vous vois courir les escaliers. Mais je fais du karaté. Ah ouais? Oui, quand même. J'ai été footballeur, aujourd'hui je fais du karaté. C'est-à-dire je m'entretiens très bien. Exactement. C'est-à-dire en réalité, il faudrait bien que les gens se comprennent quoi. Avoir une maladie n'est pas une fin en soi. Exactement. Il faut comprendre que on a beau faire pour t'accompagner, si sa volonté n'est pas là, ça ne marche pas. Exactement. Donc il faudrait bien que nous, l'État a fait de son mieux, les partenaires ont fait de leur mieux, mais il manque notre volonté. Exactement. Et c'est ce que nous devons y mettre. Parce qu'en réalité, une fois, je suis paré sous le hangar, parce que très souvent, quand je les donne à manger, il y a des thés qui manquent tant dedans. Il y en a qui viennent me voir, souvent on n'arrive pas à se marier. Je dis, comment vous allez vous marier? Mais regardez, vous venez sale là. Ça veut dire, vous donnez un signe qui fait peur. Parce qu'en vous voyant, tout ce qu'on dit, c'est ça. 2 jours, il y a 2 ou 3 qui ont commencé à prendre soigneusement leur bain. Et le 3e jour, il y a un qui a eu un prétendant pour le mariage. Ça veut dire que le médecin soignant fait tout ce qu'il peut, que l'État donne tout ce qu'il veut, notre volonté doit l'accompagner. Exactement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire, honnêtement, quand le malade s'y met, c'est plus facile. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs qui met fin à cette émission thématique. Le sida n'est pas une fatalité. On peut être infecté, être affecté, mais vivre normalement. La preuve sur ce plateau reste ces 2 hommes, Soumano, 60 ans révolus, Monsieur Bengali, bientôt 57 ans. 50 ans demain. 57 ans demain, qui vivent bien et mieux. Et voilà, c'était important pour nous de faire cette émission. C'était important pour nous de vous avoir sur ce plateau pour lancer un message positif à tous ceux qui nous suivent et dire aux gens qu'il est bien possible de vivre avec le VIH. Le VIH n'est pas une fatalité et on peut bien sauver sa propre vie, sauver des vies si l'on accepte de faire le dépistage. Allons tous nous faire dépister parce que c'est par là que commence le véritable combat contre cette maladie. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de suivre D3 TV. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Recto Verso.